Est-ce que vous voyez quand même ce qui est écrit là derrière? Ou c'est trop flou? Ok. En fait, c'est la même chose que sur votre tablette. Hein. C'est simplement l'énoncé. C'est simplement pour qu'on le voit ensemble et qu'on voit ce qu'il faut interpréter. Donc, on commence par l'exercice 19, page 309. D'accord? Exactement, Quentin, c'est la même chose que ce que je vous ai filé en DLL. Très très bien. Donc on vous dit que le 14 octobre 2012, Félix Baumgartner a réalisé un saut historique en battant 3 records. La plus haute altitude atteinte par un homme en ballon, 39 045 mètres. Le record du plus haut saut en cheveux libre et en plus le record de vitesse qui est de 1341,9 km par heure. L'étude est réalisée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Alors je me souviens plus si on avait fait quand j'avais fait la mécanique et le bilan des forces, je vous faisais écrire le référentiel terrestre supposé galiléen à chaque fois. Est-ce que je vous faisais écrire ça? Non. D'accord. C'est pas grave, il faudra que je le fasse l'an prochain. Cette année, c'était pas une obligation, c'est le nouveau programme. Mais c'est vrai que lorsqu'on on présente le référentiel d'études, il faut toujours dire référentiel nanana, donc qui reste dans ce cas-là supposé galiléen. En fait, c'est quoi un référentiel galiléen? C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie peut s'appliquer. Et si ce n'est pas le cas, il y a toutes les lois de la physique, de la mécanique qu'on connaît, elles ne peuvent plus s'appliquer de façon simple. C'est juste une phrase à rajouter, mais pareil, ça on fera vraiment en terminale. On fera le gros chapitre de mécanique. Alors, première question. Donc j'éteins. Je relève ça. Et nous sommes à l'exercice 19, page 309. Alors, pour cet exercice, donc on a fait le test, calculer l'énergie mécanique de Félix Baumgartner au moment où il se laisse tomber du ballon sonde initialement à l'arrêt. Donc calcul de l'énergie mécanique initiale. C'est un calcul de E, M, je mets un I en exposant pour préciser que c'est initial. D'accord? Si on avait l'énergie mécanique finale, je mettrais un F tout bêtement. Après, libre à vous d'utiliser les notations que vous voulez. D'accord? Vous aurez très bien pu faire EM 0 pour dire que c'était à l'instant T égale 0. Après, ça peut être piégeux parce qu'on peut calculer une énergie mécanique à une altitude Z. Et peut-être que Z n'est pas égal à 0 dans ce cas. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir vos notations. Et il faut qu'elles soient cohérentes. Ça, vous verrez en terminale, on va le faire de plus en plus et je vous laisserai la liberté de vos notations. Je n'imposerai pas un type d'écriture, par exemple, pour une variable. Vous pourrez choisir le nom de la variable que vous voudrez. Alors, comment on va faire ce petit calcul? Donc, l'énergie mécanique, elle est composée par quoi? Quelles sont les composantes d'une énergie mécanique? Alors, masse, ça me gêne un petit peu. C'est vrai que la masse va intervenir dans l'énergie mécanique, plus on est lourd, plus on est énergétique. Mais voilà, Clémentine. Deux composantes, merci Enzo, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit dans le texte? Calcule l'énergie mécanique de Félix Baumgartner au moment où il se laisse tomber du ballon sonde initialement à l'arrêt. Comment vous interprétez le fait que le ballon sonde est initialement à l'arrêt? C'est nul. Car c'est nul. Parfait. Donc en fait, l'énergie mécanique du système initialement est uniquement composée par quel type d'énergie? Énergie potentielle. Très bien alors.
Et à partir de là-bas, vous n'avez plus qu'à calculer. D'accord? Donc, ça, il faut le rédiger quand même. Alors, Félix. Je ne vais pas mettre le nom à chaque fois, Félix B. Et quand initialement à l'arrêt. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, quand est-ce qu'il arrête? Lorsqu'il s'apprête à s'élancer dans le vide. On va le rajouter. Lorsqu'il s'apprête à s'élancer dans le vide. Alors là aussi, le vide, c'est un bien grand mot. Depuis une altitude, on va noter depuis une altitude. Est-ce qu'il donne une valeur? Oui, 39 045 mètres, c'est l'altitude atteinte par un homme en ballon. D'accord. Donc on va prendre ça comme Z. Égale 39 000, je l'ai dit, 45 mètres. Donc Félix est initialement à l'arrêt lorsqu'il s'apprête à s'élancer dans le vide depuis une altitude ZI 39 045 mètres. Son énergie cinétique est U. Son énergie cinétique initiale est nulle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle à l'altitude d'Ali. Bah, comme ECI est nul, bah, on a ENI qui est égal à l'énergie potentielle de pesanteur à l'altitude d'Ali. D'accord? Et là, on va prendre l'origine des potentiels à quel niveau? Alors, c'est-à-dire, l'origine des potentiels, ça veut dire pour quelle valeur de Z est-ce qu'on va considérer que l'énergie potentielle est nulle? C'est ça la question que vous vous posez à chaque fois. Alors, si tu dis que l'énergie potentielle, c'est possible, hein, ça pourrait marcher, il n'y a pas de problème. Si tu dis que l'énergie potentielle avant qu'il saute est nulle, à quelle altitude il est avant qu'il saute? Donc c'est pour Clémentine la question. D'accord. Alors c'est pas exactement. Quand tu fais attention au terme que tu utilises. Avant qu'il saute, pour moi, c'est qu'il est déjà dans l'avion et il va sauter. Donc toi tu dis avant qu'il prenne l'avion. Parce que c'est ça. Il faut monter à l'altitude donnée. Voilà. Ok, on est d'accord. Donc en fait, en prenant l'origine des potentiels, alors normalement il faudrait dire l'origine des énergies potentielles. C'est un avis de langage, on peut réduire. L'origine des potentiels au niveau du sol. On a que E, N, I égale E, PT de I. Quelle est la formule de l'énergie potentielle? MZ, parfait. Donc ici, égale M, G, Z, I. Voilà votre expression littérale. On n'a plus qu'à faire l'application numérique. Donc E, M, I égale. Alors la masse de Félix, elle est où? 120 kg.
L'unité c'est le kilogramme, donc tout va bien. G, ils le prennent à 9,7. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 9,81 comme on est d'habitude? Ça va nous permettre... On n'est pas sur la Terre. Exact. Alors, on n'est pas à la surface de la Terre. D'accord? En fait, on s'éloigne de la fraction terrestre. Donc forcément, on ressent moins le champ de pesanteur terrestre. D'où le fait que plus on prend de l'altitude, moins on ressent l'effet de la gravitation. Donc, plus la valeur de petit g sera petite. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Très bien. Et ça, on avait fait tout un chapitre là-dessus. Les champs gravitationnels, vous vous souvenez, qui varient en fonction de quel variable, non alors pas variable, de quel paramètre suivant la distance par rapport au centre de l'interaction. Donc on a un point, ce point a une masse, donc il émet un champ gravitationnel autour de lui. Comment évolue ce champ gravitationnel? En fonction de la distance à laquelle on se situe. Ah, là, il n'y a plus personne qui sait. Alors, plus on s'éloigne, plus il est faible. Bravo, Enzo. Et en fait, ce qu'il me faudrait, c'est, si on appelle R la distance par rapport à notre centre de masse, quelle est l'évolution mathématique en R, donc la distance entre le point considéré et la source massique, pour calculer la valeur du champ. Non. Alors, je repose ma question. J'ai mon centre de masse. Ça, c'est ma Terre, par exemple. Si je m'éloigne du centre de la Terre, où là, on a pris le niveau de la Terre comme origine des potentiels, comment varie le champ? Est-ce qu'il varie proportionnellement à R, inversement proportionnellement à R, ou encore autre chose? Donc, je reformule ma question encore une fois. Comment varie le champ gravitationnel en fonction de R d'un point de vue mathématique? Est-ce que c'est mieux comme ça, Quentin? D'accord. Bah, donne-moi la réponse. Alors, Enzo l'a donné. C'est parfait. C'est inversement proportionnel au carré de la distance qui le sépare. D'accord? Ça, il faut connaître. Malheureusement, pour vous. Il y a quand même quelques petits trucs que vous devez apprendre. Ok. Donc là, on a fait la question 1. On peut passer à la question 2. Ah non, je passe à l'application numérique. Pardon. C'est parti justement dans mon explication. Donc 9,17 et 39 045. Donc j'ai EMI qui est égal à 4,60 puissance 7. L'unité d'énergie est jaune là. Énergie 7. Voilà pour cette question. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le calcul de l'énergie mécanique initiale. Oui. Il n'y a que Quentin pour qui ça va? Ou les autres vous avez lâché? Enzo, bien. Un petit peu de... Ah, ils vont me dire oui, mais on note en même temps, donc on n'a pas le temps de taper tout ça. De quoi? Juste savoir si vous avez bien figé la première question de l'exo 19. C'est ça. Merci. Je me sens moins seul. Alors, on va continuer. Question 2. Baumgartner atteint sa vitesse maximale à 27,5 km du sol terrestre. Calculez son énergie mécanique à cet instant.
Donc petit 2. EM, alors, ce sera pour Z qui est égal à justement 39. Non, c'est bon. À 39 045. C'est ça qu'on veut calculer. Et l'énergie mécanique. Ah non, pas 39 045, ça va. On va la calculer à 27,5 km. Voilà ce qu'on va faire. Tu as trouvé. Pour quelle question, Clémentine? Oui, c'est moi qui ai fait une bêtise. Vous avez raison. 4 fois 38 ans. Bon, c'est 4,54. La première. Toi, tu trouves 5,4 10 puissance 7. Non, il y a un souci. 10 fois 100. Oui. 1000 fois 40 000. Donc, ce sera, c'est bon. C'est pas du. Ça doit être clair. D'accord. Ensuite, deuxième question. Bah non, on l'a pas fait encore. Donc, E, M, Z égale 27,5 km. On va appeler. On va pas l'appeler. Pour le moment, on mettra Z. Ça va être plus simple. Donc, pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur, bah, pareil que tout à l'heure, l'énergie mécanique en Z égale 27,5 km, c'est égal à l'énergie cinétique à 27,5 km plus l'énergie potentielle de pesanteur à 27,5 km. Jusque-là, définition de base. Alors, à partir de là, nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc, moi, je vais garder. Alors, quelle est l'énergie cinétique à 27,5 km? Qu'est-ce que vous allez dire? Comment on calcule l'énergie cinétique déjà? Alors, un demi de la méthode. Parfait. Donc, PC, ça va être un demi de la masse de Félix et son équipement, fois la vitesse au carré, mais c'est la vitesse à cette altitude. Quelle est la vitesse de Félix à cette altitude? On va voir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la vitesse? Ok, pourquoi? Voilà, très bien. C'est la vitesse maximale que l'on va franchir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est mort.
Donc, Baumgartner atteint sa vitesse maximale à 27,5 km du sol terrestre et punit son énergie mécanique à cet instant. Alors, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? M, si vous avez besoin de trouver l'énergie à 27,5 km, ben vous allez dire que c'est l'énergie cinétique à cet endroit, d'accord, plus, alors pourquoi j'ai mis cette valeur, plus autre chose. Donc forcément, une énergie cinétique, okay, plus une énergie potentielle. Situé tous les deux à 27,5 km. Qu'est-ce qu'on vous dit de ce qui se passe à 27,5 km? On peut l'écrire 1 demi de m v carré. Et ce v, il est un petit peu particulier. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, sa vitesse est maximale. Donc, ça va être 1 demi de mv carré max. Et comment est-ce qu'on calcule l'énergie potentielle de pesanteur? Si vous l'avez, l'intensité du champ de pesanteur, 9,7 Newton par kilogramme. Dans les données à la suite de l'exercice. Donc, ce que l'on doit écrire ici. On veut calculer l'énergie mécanique, on a besoin de l'énergie cinétique, et en plus on a besoin de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle qu'on peut écrire M, G, à la place de M, moi je vais appeler, MG, Z considéré. Donc on va prendre un Z calcul. D'accord? Donc si on l'applique là-dessus, comment est-ce que vous allez faire? On va dire, c'est égal, donc application numérique. L'énergie mécanique à l'altitude de 27,5 mètres, c'est égal à 1 demi de m de max en carré, et c'est là que la force cardiaque, plus m g z. Sauf que z, c'est vraiment la différence d'altitude qui existe entre deux points identifiés par z. Oui, tout ça, tout ce qu'on dit, c'est vrai. C'est vrai que d'aller à l'essentiel, qu'est-ce qui va vous être utile. Mais si vous commencez à réfléchir comme ça, c'est très positif. Baumgartner atteint sa vitesse maximale à 27,5 km du sol. Alors, on n'a pas fini ici. 1 demi de mgz. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah, juste mgz. Donc, on va calculer. Plus mgz considéré. Donc, on va pouvoir faire notre application numérique. Pourquoi m et pas kilomètre? Je ne sais pas si c'est des kilomètres, non? 27,5 kilomètres. Très bien. Une erreur de ma part. Ça change tout. Ouais, alors est-ce qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus précis?
En déduire alors l'énergie potentielle de pesanteur du point de vue EP. On est dans lequel là? Ok, super, je détache. En déduire la variation d'énergie mécanique de Baumgartner. Alors, est-ce qu'on a pas fait l'application numérique? On va la faire. Donc, on va dire que EM en Z égale 27,5 kg est égal à quoi? Donc, M, toujours la même chose. Il est où? 120 kg, c'est Baumgartner et son équipement. Un demi. Fois la vitesse maximale au carré. Où est-ce qu'on la trouve cette vitesse maximale? On vous le dit. C'est le record de vitesse en chute libre, soit 1395,9. Et qu'il faut mettre au carré. Alors, soit 1341,99. Horrible, cet exercice est super mal posé. Je n'aime pas ça du tout. Ok. Et donc, il vous demande, c'était bien la 2, sa vitesse maximale du sol, calculer son énergie mécanique à cet instant. Ben, je crois qu'il ne peut pas faire, mais il va calculer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets tout en kilomètres. Et nous va vitesse que je me suis trompé. Exactement. Alors, ça donnera une première indication. Si j'écris un demi fois 120 kg, fois la vitesse on a dit pour le dernier cas, c'était le cas le plus rapide je pense. Et on avait dû trouver, je ne sais plus, quelqu'un peut me le rappeler. Alors, l'idée, en fait, lorsque on crée des chaînes énergétiques, il n'y a pas de limite. Ça, on en aura plus tard, si on a le temps, je pense qu'on aura le temps. Donc, on était là, on a fini, il faut faire l'application numérique. Donc, c'est 1 demi de M fois Vmax au carré. Vmax, il vous est donné. Et le record de vitesse en chute soit 1341,9. 1341,9 divisé par... Alors, plus, alors ça il faudra diviser au carré, et ça en quelle unité 1341,9? Quelle est l'unité de 1341,9? Il faut convertir en mètres par seconde, en mètres, c'est en mètres. Alors, je vais vous montrer en fait comment simplifier toujours un exercice de méca en pensant aux analyses dimensions. Donc, c'est vrai que là, on a 1341,9. Il faudrait le transformer en mètres. Donc 1341,9, c'est du micro.
On l'expose à la puissance 2, ça devient une puissance 20. Et ça permet vraiment d'avoir une belle somme de place, bien remplie, en ici. À vous de voir. Quel graphique représenterait au mieux la situation? Ah oui, on déduire alors l'énergie potentielle de pesanteur du point de vue EPP initial. Comment on va faire ça? Bon, je vais effacer. Est-ce que je peux effacer mon tableau? Voilà. Ok. Je vais effacer, comme ça je vais détailler cette application numérique en 1341,9. J'ai pas besoin d'effacer, par contre, c'est moi qui ai mis une bêtise. Je suis un petit peu fatigué, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai eu quelques contretemps cette semaine. Donc, 1341,9 qu'on va mettre au carré. Est-ce que c'est juste si je marque ça? On sait que ça c'est juste pour l'énergie cinétique. Alors, il faut regarder le texte. M est donné en kilogrammes. Et la vitesse, au final, qui va nous permettre de trouver la température, est donnée à 1341,9 degrés. Maintenant, il faut le mettre en quoi, la vitesse? Exactement. On divise par 3,6 pour pouvoir transformer les heures. En fait, la valeur de la vitesse angulaire, si vous voulez, de façon à ce qu'elle soit maximale. Donc, ça, c'est pour la partie énergie cinétique. Plus la partie énergie potentielle, bah là, c'est 120 fois. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ok. Euh, 120 fois 9,81. Donc c'est vraiment rapproché de la Terre. Hein. Multiplié par l'altitude maximale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser là? Ah, je sais pas. Non, pas 9,7, attention. Tu n'es pas. Tu es proche de la surface de la Terre. Tu es à 27,5 km de la Terre, tu n'es plus à 30 000 km. D'accord? Donc, il faut bien prendre la bonne considération. Dans quel cas je considère petit g, dans quel cas je prends une autre valeur de g. Ouais, mais c'est bien, ce confinement, ça permet de vous centrer sur certaines questions que vous ne sauriez même pas poser en classe. Et j'espère que ça va vous faire revoir votre vision des choses à la reprise. Vitesse maximum à la 27,7. Je trouve plus mon point. Ah non, 27,5 km, donc c'est ça. Fois 27,5 10 puissance 3, parce qu'il faut convertir les kilomètres en mètres. Donc on a EMZ à 27,5 km, qui est égal, quand on fait le calcul, on trouve 4,07 10 puissance 7. Voilà pour celui-là. Ensuite, en
déduire la variation d'énergie mécanique de Baumgartner entre les deux moments évoqués précédemment. Bon, ben là, c'est très facile. Vous avez qu'à faire la plus grande moins la plus petite et vous avez la variation d'énergie mécanique. C'est là-dessus qu'on va pouvoir se baser pour faire nos conclusions. Alors, c'était petit 3. Donc là, c'est le calcul de delta EM. Delta pour dire que c'est une variation. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Delta EM est égal à l'énergie mécanique. Alors, quand est-ce qu'elle va être la plus grande énergie mécanique, d'après ce qu'on a vu? Après, on peut prendre la valeur absolue, hein, si vous voulez, ça revient exactement. Z à 27,5 km. Z à 27,5 km moins l'énergie mécanique initiale. Ah, rien de compliqué. Hein. Donc on fait notre application numérique. On va avoir une variation d'énergie mécanique qui est égale à... Alors, je vais pas commencer de 7, l'autre j'avais 4,70 puissance 7. Donc 4,070. Moins 4,67, c'est bien ça. C'est égal à quoi? À moins 0,53 puissance. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Là, c'est tout. Il ne demande rien d'autre. Après, il demande une explication. Voilà. Comme exo au final, je pense que je vais faire. Explication. Alors qu'on avait dit en cours pour les systèmes conservatifs, l'énergie mécanique se conserve. Et là, on voit bien qu'il y a une différence. Delta EM est de quel signe? Et ça implique quoi? Alors, le fait que la variation... Alors, en effet, il va y avoir une force qui dissipe l'énergie. Mais le fait que delta EM soit négatif, qu'est-ce que ça peut vous dire en plus? Oui, par des forces de frottement. Donc Claire et Clémentine, à la ligne 2, ça marche. Donc petit 4 pour les explications. Cette perte d'énergie mécanique. Alors pourquoi c'est une perte? Parce que le symbole, le signe est négatif. Cette perte d'énergie mécanique. C'est ça, la présence de Alors, petite question. Comment est-ce que vous arriveriez à prouver que votre système n'est pas soumis à des forces? Je répète la question. Dans quel cas on pourra considérer que notre système
ne subit pas de force de frottement. C'est-à-dire que les forces de frottement sont négligeables. Exactement. L'énergie mécanique conservée. Alors, elle ne sera jamais totalement conservée. Mais si on voit qu'il y a une très faible variation sur un temps assez long, alors on peut considérer que le système est quasiment constant. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque? Le tableau. Hop. 4 explications de frottement. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà pour cet exercice 19. Assez complet, il y a à peu près tout dedans. Après, on va passer au 21. D'accord? Le 21 de la page 310. Alors là, je vais devoir recopier un peu pas mal, quelques trucs. Alors, je peux effacer le tableau. Ok, vas-y. Alors, j'ai dit le 21, page 310. Un automobiliste se déplace sur une route horizontale à vitesse constante pendant 10 km, puis arrive en bas d'une pente de 5% qu'il gravit sur 2 mm. Les forces de frottement sont considérées constantes et égales à 2000 N sur l'ensemble du parcours. Ok. Faire un schéma de la situation proposée sur lequel apparaîtront les forces mises en jeu. Donc moi je vais recopier ce schéma que l'on a. Voilà. Et là un bilan des forces. Petit 1, bilan des forces. Alors qu'est-ce qu'on a? On a cette pente de 5%. Et on a le système qui va être représenté par un point. Qui est là. Donc ce point, c'est la voiture caractérisée par le centre G, le centre de gravité de la voiture. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur cette voiture? Vous voyez là, on revoit un autre chapitre. Vote comme suffoque. Ça va mieux? Là, je vois plus rien. Hein. Ça a l'air de fonctionner. C'est bon ou pas? Ok. Donc, quelles sont les forces qui s'appliquent sur la voiture? Ah ouais, ça fait... Allez, citez-moi les forces qui s'appliquent sur la voiture. Ça, on l'a déjà fait, c'est de la mécanique. Première force, qui agit tout le temps à partir du moment où on est sur Terre. Alors, quelle est la première? Ouais, mais là, malheureusement, je ne peux strictement rien y faire. Si je peux essayer, non, vous verrez plus rien. Merci Laure. Le poids. Donc la première force, le poids.
vers le bas d'intensité P égale mg. Donc, on fait une flèche, un vecteur. Comme ça. Et ensuite, R, la réaction. D'accord? Donc, comment, ça c'était la première force. Deuxième force. Quelle est la deuxième force? La réaction du support. On donne R. Alors, quelles sont les caractéristiques de la réaction du support? Quelle est sa direction? Vers le haut, Clémentine, c'est un sens. Opposé au poids, Quentin, c'est un sens. L'or, vers le haut, c'est un sens. Moi, je vous ai demandé quelle est la direction. Donc, elle serait dans la même direction que le poids. Donc, Clémentine a faux. Enzo, tu as raison. Perpendiculaire au support. De toute façon, ça, c'est une règle. La réaction du support, sa direction, elle est toujours perpendiculaire au support. Ensuite, elle est vers l'extérieur. Alors, si on la dessine, la réaction, elle est comme ça. Voilà la direction de la réaction. Est-ce qu'elle va vers le bas ou est-ce qu'elle va vers le haut? Vers l'eau. Alors, j'aime pas trop le terme vers l'eau. Je préfère dire de la surface vers le point G. D'accord? Puisque c'est de ce contact que va naître cette interaction. Donc ça, on peut effacer. Et on va faire comment dire que c'est là. Et là, on va marquer l'angle droit. Donc, perpendiculaire au support, du support vers la voiture. Et ça va là, c'est R, on prend la voiture. Et il en reste une. La dernière, qu'est-ce qui se passe? Les frottements. Exactement. 3. Les frottements. Ouais. Alors, comment vous allez les caractériser? 3 termes pour les caractériser. J'attends, hein. Le long du support pour la base. Ça me va, le long du support. Donc, bien vu le long du support pour le sens. Donc, grosso modo, la voiture, elle monte. Hein. Elle était sur une route plate et après, elle s'est mise à monter. Exactement, c'est ça, exactement. Clémentine se sont opposées au mouvement. Les forces de frottement, petit F le long du support opposé
moment et des valeurs de vitesse. On ne connaît pas encore une fois. Et à partir de là, il faut que je la dessine, peut-être ce sera un petit peu mieux. Ah, ça. Voilà, on a 3 forces sur un système. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit après? Calculer le travail, faire un schéma, calculer le travail du poids de la voiture sur l'ensemble du parcours. Donc, petit 2, travail du poids. Est-ce que je peux effacer le schéma? Quoi que on va en avoir besoin. Vous me le gardez. Est-ce que je peux effacer à droite? Donc, c'est pas. Je vais regarder mon schéma en fait, je vais en avoir besoin par la suite. Et petit 2, calcul du travail du poids. C'est ça qu'on vous demande. Alors, plus exactement, sur l'ensemble du parcours. C'est-à-dire quoi l'ensemble du parcours? Pas que la montée. Le plat aussi. Il faut aussi considérer le plat. D'accord? Alors, quand la voiture est sur le plat, si je refais ses forces, le poids sera toujours vertical. La réaction, elle sera comment? Comment sera la réaction au niveau du plat? Perpendiculaire au support. Et la force du support. Petit 4. Là, il est toujours le même. Et ce qu'on vous demande, c'est de calculer le travail du poids. Alors, tant que la voiture est sur la route, sur une route horizontale, tant que la voiture est sur une route horizontale, comment est le travail du poids? Le travail du poids, il vaut combien? Exactement, 0. Et nul. Car c'est le vecteur poids et le vecteur déplacement entre deux points. Si je prends A et B ici, qu'est-ce qui se passe? Comment sont le vecteur P et le vecteur AB? Non. Oui, Clémentine. Perpendiculaire. C'est justement parce que P et AB sont perpendiculaires, donc car P et AB sont perpendiculaires. Et donc on a bien que WP sur AB est égal à P scalaire AB. Et un produit scalaire est nul si et seulement si les deux vecteurs sont orthogonaux entre eux. Donc 0. 0 joules pour l'unité. Ça, vous n'êtes pas obligé.
Deuxième chose. Ça, c'est sur le plat. Le poids ne travaille pas. Par contre, la voiture va monter. Est-ce que le poids va être un moteur de cette montée ou est-ce que ça va être un frein à cette montée? Alors, frein, F-R-E-I-N. Et oui, c'est un frein. Exactement. Parce que la voiture veut monter et en fait, si on regarde, le poids sont projetés orthogonales. Est-ce que vous avez vu les projections orthogonales en maths? Ok, parfait. Donc le projeté orthogonal du poids sur l'axe de la montée, de la descente, elle est opposée de ce truc-là. Ça correspond à ça. A, c'est P, X. Et ça correspond à une partie qui est opposée au déplacement de la voiture qui va dans l'autre sens. D'accord? D'où le fait que ce soit un travail résistant. Ok? Alors maintenant, comment on va rédiger ce truc? Bon, je vais pas avoir besoin de ça, je pense. Alors, lorsque il parcourt 2000 mètres de côte, il se situe à une certaine altitude. Alors, pour le cas, on va faire un petit schéma. H. Là, par exemple, on a 5 sur 100. En 2000, on a ça. On aura H. Donc, H sera égal à 2000 fois 5 divisé par 100. C'est un produit en francs, si vous voulez. Et c'est égal à 100 mètres. 20 fois 5. Donc, lorsqu'il a avancé de 2000 mètres, il est monté de 100 mètres. Et donc, s'il monte en altitude, il gagne en énergie potentielle. D'accord? Donc, ce que l'on peut dire, c'est que ainsi, le travail du poids, alors on va pouvoir l'appeler B ici et C là-haut. D'accord? Sur le parcours de la montée, c'est la ligne BC. Là, le travail du poids est W. C'est le BC cette fois. Ça va être C scalaire BC. Et donc, si vous faites BC qui est comme ça, le poids qui est comme ça, comment vous écrivez? En sachant que si vous avez un axe Z, ça vous appelez ça ZC, ça vous appelez ça ZB. Si on regarde par les coordonnées du vecteur P, c'est 0, moins P. Les coordonnées du vecteur BC, ça va être en X, XB, XP moins XP. Et en Z, c'est moins ZB. Et au final, 0 fois xc moins xb, ça fait 0. Et à ce moins p, zc moins zb. Donc w dc de fois est égal à moins mg xc moins zb. Chose qu'on va écrire plutôt mg zb moins zc. Donc
Donc là, le travail du poids n'est pas nul. Donc, c'est ce qu'on va calculer. Application. On a donc W dc fois C est égal à M. Ça vaut combien le M? 1 10 puissance 3 kg. G 981 oui. Multiplié par ZB moins ZC. ZB c'est le plus bas. 0 moins 5 mètres. Moins 100 mètres, pardon. Ce qu'on a calculé. Et donc ça donne quelque chose de négatif. On trouve moins 9,8 puissance 5. Et j'insiste sur le fait qu'il y a un signe moins. D'accord. Calcule le travail des forces de frottement. On s'arrêtera là parce que je suis vraiment très faible. Je suis désolé. Là, je n'avais pas vu. On a fait quoi après le produit scalaire? Merci. Ok. 0 joule. Merci Laure, merci. J'en étais à la question 3. Travail des forces de frottement. Donc là, c'est le calcul sur tout le parcours AC des forces de frottement. En fait, là, c'est assez simple. D'accord? Puisque le travail des forces de frottement, ça va être le travail des forces de frottement sur le parcours plat, plus le travail des forces de frottement sur le parcours en pente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Bah, après, c'est fini. Puisqu'on vous dit que les forces de frottement, elles sont constantes. Elles sont toujours dirigées comment? Si on fait un petit schéma, voilà. Là, mes forces de frottement, donc j'ai ma pente. C'est comme ça. Là, j'ai le point A, là, j'ai le point B, là, j'ai le point C. Et mes forces de frottement, bah, comment elles sont? Là, j'ai F, là, j'ai F. Elles sont toujours opposées au mouvement. Donc F scalaire AB sera toujours négatif. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'on va avoir F qui vaut 2000 newtons. Donc en fait, ça fait comment on peut dire ça? Moins 2000 fois AB, il parcourait combien AB? 10 km. Alors 10 km, il faut mettre en mètres. Plus moins 2000 fois la pente, celle qui la monte, c'est 2000 mètres. Et quand on calcule, on trouve moins 9,8 puissance 5 joules. Et son correspond à l'énergie dissipée par la montée. D'accord? Donc voilà pour ce cours. Je suis désolé, je vais devoir arrêter. Et on continuera la prochaine fois avec la liste des exercices que je vous ai donnés. Ça prend un peu plus de temps, c'est pas trop grave. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc je vous libère et on se revoit mercredi. D'accord? Ce sera fait. Merci Léna. Allez, merci à vous, à bientôt. Je coupe la conversation.